tous et bienvenue, épisode numéro 2 sur cette magnifique Honda RS 125 NF4, non pas de 1987. Je reviens là-dessus juste après. Pour rappel, il s'agit d'une remise en route suite à stockage de longue durée, on va dire. Donc si tu veux tous les détails sur cette mobilette, je te renvoie vers le premier épisode. Premier épisode que j'ai terminé en vous disant de commenter pour me corriger si j'avais dit des conneries. Visiblement j'en ai dit quelques-unes, donc c'est très bien, vous avez fait ce que je vous ai demandé, donc vous m'avez repris, je vois qu'il y a des sacrés experts quand même dans le public. Donc effectivement l'année déjà c'est pas une 87, c'est une 91, ce qui m'a été confirmé par le propriétaire. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadé qu'il m'avait dit 87. C'est pas le cas. Autre point sur lequel on m'a repris concernant la purge du circuit de refroidissement. Donc je disais qu'il n'y avait pas de vis de purge là-dessus. Effectivement, il y en a une sur la culasse juste à côté de la bougie. Il y a une petite vis. Je l'avais vu après le tournage de la vidéo. Donc j'ai bien desserré cette vis. Ne vous inquiétez pas, il n'y avait pas d'air. C'est sorti tout de suite du liquide. Donc la purge était déjà bonne. Mais vous avez bien fait de me le préciser. Ça coûte rien de le faire. Autre chose sur lequel vous m'avez repris. Donc je parlais du moteur en disant que c'était un moteur de 125 CR. Donc c'est pas exactement un moteur de 125 CR. Après bon, j'ai pas dit que c'était un moteur de... Enfin, je l'ai peut-être dit comme ça, mais je sais qu'il y a... beaucoup de différences et apparemment d'après ce que vous m'avez dit il y a carrément que des différences, enfin, il n'y a rien d'interchangeable entre un 125 CR et ce moteur là. C'est vraiment un moteur qui a été conçu pour cette moto sur base d'un 125 CR. En gros, si j'ai bien compris, c'est ça. Après, je vais pas commencer à l'ouvrir pour aller prendre les références de toutes les pièces et comparer avec... voilà, non. Et donc, moi, je me fie à ce que vous me dites. Donc, visiblement, toutes les pièces sont spécifiques NF4. Ce qui en fait d'autant plus, du coup, une machine d'exception. On en était resté, donc, la dernière fois, au stade où on n'avait pas pu remonter la pile d'admission, le carbu et tout ce qui s'ensuit, puisque j'avais découvert que les clapets étaient fatigués. Les clapets de rechange sont arrivés, donc on a pris des Boysen. J'ai déjà fait un test, voir quand même si c'était les bons, donc j'ai monté un côté, reste l'autre côté à faire. Là du coup on voit bien les anciens hein, qui commençaient à se péter dans les coins. Ce côté là c'est pareil, donc là c'est plus étanche. Ce genre de vis là... faut y aller avec précaution hein. Ah, ça va. Je sais plus par contre j'ai plus en tête tous les commentaires du premier épisode. Je sais plus précisément sur quoi vous m'avez repris. Bon, l'essentiel était là, c'était surtout l'année de la moto. Grosse erreur de ma part, surtout que apparemment les NF4, si j'ai bien compris, n'existait pas en 1987. C'était des... je sais plus. C'était une autre appellation. C'était pas tout à fait les mêmes. Les jantes étaient à rayon, on m'a dit. Bref, bon. Voilà. Écoute, je suis pas un expert dans le modèle. Alors... la boîte est propre. On m'a parlé aussi du carbu. Le carbu a été modifié. Alors je sais pas s'il a été modifié spécifiquement sur celle-là ou si c'est une modif commune à tous les NF4. Je crois qu'il a été modifié pour celle-là. En tout cas, il a été réalisé, a priori, ça c'est sûr. Comme tu vois là, tu vois, il y a des choses qui ont été bouchées là. Il doit manquer, il manque, c'est sûr, même le starter. Je pense que c'était ici. Donc ça a été condamné. Il n'y a plus de starter, il n'y a pas de vis de ralenti. Et on m'a dit qu'a priori c'était normal et il faut pas chercher à obtenir un ralenti, par exemple en tendant le câble de gaz qui va te tenir le boisseau à une ouverture suffisante pour avoir un ralenti. Il faut pas faire ça. A priori, c'est normal que la moto ne tienne pas le ralenti. Donc tu la tiens à l'accélérateur. Alors là il faut regarder, j'ai fait plusieurs tentatives pour l'autre côté. Les lamelles sont censées être plates, mais c'est même marqué dans la notice du fabricant. De toute façon il faut faire des essais dans un sens ou dans l'autre et il faut les installer dans le sens qui plaque le mieux. Tu vois la différence par contre, d'origine c'est 3 lamelles distinctes et en une seule épaisseur. Sur celle-là, tu as d'abord celui-ci qui vient comme ceci et celui-ci qui vient par-dessus comme ceci. Bon,
C'est un autre montage à double lamelle. Avantage, inconvénient, je ne saurais te dire, mais là, c'est les seuls qu'on a trouvé compatibles avec cette boîte à clapper. Voilà, tu vois, typiquement, bon, je sais pas si tu verras grand chose, mais la première lamelle, là, on voit qu'elle a tendance à rebiquer un peu, à pas se plaquer parfaitement. C'est déjà correct, mais voilà quoi. Donc, la mettre dans l'autre sens, ça améliorera les choses. Voilà, ça me plaît beaucoup mieux. C'est très bien comme ça. Donc là, redesserrage des vis une par une pour les monter à la loctite, très important. Ce genre de vis là, de merde. Il vaut mieux pas les serrer trop fort parce que le jour où tu dois les démonter, voilà quoi. Mais juste avec un peu de frein filet. Bon, j'ai dit un peu là, il n'y a pas qu'un peu, mais histoire d'éviter le desserrage et de ne pas avoir besoin de les serrer trop fort. Voilà. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de te parler d'un truc de la plus haute importance. Nous venons de passer les 10 000 abonnés. Sur cette vidéo là, la précédente. Donc je vous en remercie. Je sais pas trop quoi vous dire de plus. Je suis très étonné pour tout te dire. J'ai jamais fait la course aux abonnés, hein, t'as qu'à regarder, tu peux remonter sur toutes mes vidéos, je ne demande jamais de s'abonner, je suis pas en train de le rappeler constamment, jamais de toute façon. Je ne poste rien nulle part, moi je sors une vidéo si je peux, là ça fait un petit moment que j'ai de quoi le faire, donc je poste une vidéo tous les 15 jours sur ma chaîne et c'est tout. Mon Insta il est moitié mort, je mets une vidéo quand j'y pense. Il y a un Facebook, c'est parfait ça. Gabachu Moto aussi, c'est pareil, je m'en sers pas. Les réels, les trucs, les shorts que tout le monde, que tous ceux qui veulent avoir de l'influence, comme on dit, publie à longueur de journée. Là, moi c'est pas mon truc, je fais pas de short, je fais pas de machin, je repartage rien nulle part, je fais pas de promo de la chaîne nulle part. Et malgré ça, on est 10 000, donc je trouve ça quand même assez dingue, surtout pour... Enfin, je trouve pas que je fasse quoi que ce soit d'extraordinaire, ça reste de la mécanique, je fais ça dans mon garage. Bon, savoir qu'il y a 10 000 mecs qui me suivent, c'est quand même assez incroyable. Surtout que je fais tout seul, tu vois, je tourne, je monte, je publie, voilà, bon, ça reste du travail d'amateur, quoi, disons-le clairement. Hein. Ça, ouais, et j'ai pas de, pour finir là-dessus, j'ai pas de TikTok non plus. Hein. Je sais qu'il y en a un qui s'était amusé à reprendre des extraits de mes vidéos quand je faisais le swap 1290. Donc c'est un pote qui m'avait prévenu, mais il y a un mec qui utilise tes vidéos, bref. Donc ça a été signalé par plusieurs personnes, visiblement sa chaîne elle a dégagé. Enfin sa chaîne, je sais pas comment on parle là pour les TikTok. Moi j'y vais pas là-dessus, ça m'intéresse pas. Tout ça pour dire que je cherche absolument pas la notoriété. Je partage un peu ce que je fais, je sais que ça peut intéresser des gens. Ça intéresse des gens, visiblement. Alors pas une petite rallonge. Bref, je vous remercie. 10 000, c'est quand même pas rien. Donc, boisseau en place. Effectivement, c'est bon, on a un petit jeu, donc il vient bien embuté en bas. Il n'est pas porté par son câble. Ça, comme ça, ici, ça va passer là avec le couvercle de la boîte. Et il va falloir voir comment ça tombe. Bon, cette fameuse boîte à air. Je suis sceptique quand même. Hein. Bon, tu vois, ça vient dessus. Bon, là, il va falloir faire 2 encoches pour passer le câble d'accélérateur et d'embrayage. Bon, pas de problème. Comme ça, elle va aller se mettre à sa place là-bas. Par contre, comme on me l'a fait remarquer dans les commentaires,
Et effectivement, c'est une très bonne remarque. Ben, pour redémonter le carbu, pour peu importe, hein, le régler ou que Serge, eh ben, ça veut dire dépose de l'amortisseur pour pouvoir enlever, parce qu'une fois qu'il y a l'amortisseur, ça tu le sors plus. Et pour pouvoir du coup démonter le carbu, ça fait quand même beaucoup pour accéder au carbu. Alors que bon, ben, d'origine, hein, tu défais le collier et puis tu l'enlèves. Il n'y a rien à... Il passe par en dessous là, même avec l'amortisseur en place. Donc, est-ce que c'est vraiment une bonne solution ça? C'est pas terrible, hein. Le fond, il a fallu l'adapter aussi, comme tu as vu. Bon, c'est pas hyper bien conçu, je trouve. On voit bien le piston tout neuf là. Donc j'ai enlevé la bougie pour lui mettre un tout petit peu d'huile de thon dans le cylindre en préparation de son futur démarrage. Voilà. Juste un petit peu. Bon, pour moi c'est de la... Bon, je dirais pas le mot. Mais c'est pas conçu comme il faut en fait. Là je pige pas. Ou alors, peut-être me reprendrez-vous une fois de plus. Ça c'est pas l'amortisseur d'origine. Peut-être. D'origine, il n'y a pas la bonbonne. Auquel cas, je veux bien l'admettre. Il viendra ici. Il y a la forme dans le couvercle pour l'accueillir. Mais ça, là, on fait quoi de ça? Explique-moi. Parce que normalement, ça vient ici. Donc, bon, l'amortisseur à sa place là. Et la bonbonne, elle est fixée là. Donc ça c'est censé passer comment avec la boîte? Ça ici ça passe pas non plus. Donc ça veut dire qu'il faudrait faire une découpe de l'espace ici sur l'arrière. Il faut... Et comment je fais passer ça à travers? Je vais m'amuser à défaire les raccords pour passer le tuyau dedans. C'est pas possible en fait. Donc soit c'est pas du tout adapté, mais ça me paraît quand même fou. C'est vendu pour cette moto. Ou l'amortisseur est pas d'origine, ou alors ça ne sert à rien ce truc. Ceci c'est d'origine, hein. La bonbonne de l'amortisseur elle passe bien là avec le tuyau qui remonte là devant le carbu. Comme ça. Donc ça, pour moi c'est pas faisable. Ça sert à rien, il va falloir le découper de partout pour que ça passe. Au final tu mets rien, c'est pareil quoi. Et encore, même en le découpant de partout. Bon, on va voir ce qu'il décide de faire. Hein. Mais pour moi, cette boîte à air, c'est pas une bonne idée. En attendant, j'ai refixé l'amortisseur à 2 vis. À peu près 3 secondes, j'ai remis les réservoirs. On fout du mélange neuf et on va quand même la faire craquer parce qu'à la base, c'était ça le but. On va voir un peu comment elle va tourner. Donc ici... heureusement que j'ai vérifié d'ailleurs. Le robinet d'essence, là, il était pas bien vissé, pas bloqué, quoi. Pas trop serré, on va dire, mais de toute façon, il fallait modifier son orientation. Je l'ai modifié parce que la durite venait toucher le cylindre. Ça me plaît pas forcément. Bon, là, c'est bon, il y a de la marge, elle peut pas toucher. Durite que j'ai remplacée parce que celle d'origine, à cause de cette merde de demi-boîte à air, du coup, elle était trop courte de rien. Ça, c'était tendu. T'es tendu comme une crampe. Donc ça me plaisait pas, du coup, durite neuve. Ça, attention, c'est de la durite OEM KTM. Donc là, on a rajouté une fiabilité accrue au véhicule. Donc, on en parlait dans le premier épisode en cherchant une solution pour le démarrage. Exceptionnellement, moi ici, je vais faire avec ça. Comme je disais, faire ça sur du long terme. Je trouve pas ça idéal parce que donc de ce côté, évidemment, tu dois desserrer pour démarrer. Donc, rien ne te dit que sur un démarrage, tu vas pas desserrer légèrement l'écrou, puis tu vas rouler et puis c'est pas bon quoi. Là moi c'est juste pour faire un test. En plus il va falloir le faire tourner un petit moment à mon avis, le temps de le réveiller. Donc tu vois bien que là je peux pas courir pendant 1 km pour la démarrer. J'ai pas d'autre alternative et surtout moi elle va pas rouler, elle va rester ici, on va la faire tourner et une fois qu'elle sera éteinte, je vais revérifier quand même que le couple de serrage est toujours présent sur l'écrou du rotor.
Voilà. Si j'ai bien compris, d'après ce qu'on m'a dit de toute façon dans les commentaires, c'est pas dit qu'elle démarre super bien. Comme il n'y a pas de starter, pas de vis de ralenti, bon, il fait chaud, hein, on est en plein été. Donc bon, on va voir comment ça marche. J'ai un petit chiffon ici en sécurité, ça c'est important. Pourquoi faire? Si jamais elle venait à s'emballer pour une raison ou une autre, je lui fourre ça là-dedans. Ça va vite la calmer. Évidemment, il y a un coupe-circuit ici, mais rien ne me dit qu'il fonctionne. Moi, je la connais pas la moto, je l'ai jamais vu tourner, donc voilà. Précaution. Elle se met en sécurité. T'as les poils ou pas? Bah, écoute, ça a démarré assez vite. Le truc il s'est barré là, j'avais pas dû serrer assez fort le mandrin, on s'en bat les couilles. Donc oui, cette technique là fonctionne. Maintenant au quotidien c'est pas non plus idéal, je pense. Bon bref, c'est pas le sujet. Là ici ça commence à chauffer un peu, j'ai vu que la température d'eau fonctionne, elle a commencé à monter. Donc pour ici je pense qu'on va pas faire plus à l'intérieur comme ça, et puis sur place, bon c'est pas non plus une moto faite pour faire du ralenti. Donc là j'attends que le propriétaire me confirme ou pas si on abandonne cette idée de boîte à air. Bon après il faut refixer la bonbonne ici, on va faire purge frein avant arrière. Vérifier la pression des pneus, 4 conneries, il faut évidemment la rhabiller et puis on va aller faire un petit tour. Là, je pense que on va se régaler. Enfin, moi en tout cas, toi peut-être moins, mais bon voilà, je vais essayer de faire des plans sympathiques, d'avoir un son sympathique aussi. Il faut pas que j'oublie mon micro. Et j'ai vraiment hâte de voir comment ça se comporte. Rien que de rouler dessus, en fait, quoi, ça doit être incroyable. Ça doit être vraiment à part. Donc bon, allez, pour l'instant, on finit ce qu'il y a à faire dessus. Je sais pas si t'as vu pendant que ça tournait avec le bruit en plus, bon. Mais j'ai vu ça qui commençait à se faire la malle, rien qu'avec les vibrations au ralenti, donc ça c'est pas serré. Il y a eu un oubli, voilà, donc on va falloir le serrer. C'est pour ça que tu vois, il faut tout vérifier là avant qu'elle prenne la piste. Il faut rien laisser au hasard. Chaque écrou, chaque vis va être contrôlé. Parce que ça c'est le genre de truc, bon ça ira pas bien loin, mais quand même c'est censé être verrouillé. Ouais non c'est bon. Ça c'est pas desserré. Bon ben je te confirme que j'ai eu le retour du propriétaire. On va laisser tomber cette histoire de boîte à air. On a déjà passé un moment dessus avec le Nico entre autres la dernière fois. Ça c'est mieux. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Est-ce que c'est prévu pour un autre... Tu l'as vu le postillon ou pas? Est-ce que c'est prévu pour cette moto-là, mais d'une autre génération? Est-ce qu'il y a eu des modèles qui n'avaient pas cette bonbonne sur l'amortisseur? Auquel cas, ça s'adapterait déjà plus facilement. Là, en tout cas, pour celle-là, moi, je vois pas comment tu peux monter ça. Il me semblait que ce truc-là, il avait beaucoup de jeu quand même en latéral comme ça. Beaucoup mieux là, ça a tendance à se desserrer ça. Je vais lui coller un contre-écrou là, ça ne fera pas de mal à lui. Elle vibre un peu la machine. Allez.
Tous les axes, les machins, étriers, tout ça, tous les serrages, c'est contrôlé, les plaquettes c'est neuf, derrière c'est bon aussi. J'ai remis fil à freiner sur les trois bouchons que j'avais défaits. Il me reste purge des freins avant-arrière. Je trouve ce bocal de liquide de frein très incliné vers l'avant. Alors je vais attendre de voir une fois que la bulle sera remontée parce qu'il y a moyen que on puisse pas le mettre dans une autre position. S'il y a de la marge, peut-être redresser un peu la patte ici qui est peut-être un peu tordue parce que là quand même je sais, ouais, je me laisse vite perturber par des détails, mais tu vois ce qui est chiant c'est qu'après dès que tu ouvres le niveau dedans est pas tout à fait droit quoi. C'est tout propre. Allez, RBF 700. Donc sur le frein avant, il y a une purge ici au mètre cylindre et une purge sur l'étrier. Si tu avais deux étriers, évidemment, il faut faire les deux étriers. Ce qui est recommandé de faire, c'est de commencer par le plus éloigné. Donc si tu as deux étriers, tu commences par celui-là. Et quand il y a une purge en haut comme ici, moi j'aime bien commencer par là. Après je fais l'étrier et je remets un coup de purge ici. C'est peut-être psychologique. C'est bien serré la purge. Bon, je suppose que tu connais le principe d'une purge quand même. Je peux te l'expliquer rapidement, ça coûte rien. Donc, bon, pomper 50 fois, c'est pas forcément nécessaire, mais c'est un réflexe qu'on a tous, hein, je crois. Mais bon, au final, tu appuies une fois, tu desserres. Surtout, ne pas revenir en arrière avant d'avoir verrouillé ici, hop, et tu lâches. Voilà, ça sert à rien d'aller complètement buter. Sauf si vraiment tu as un truc difficile à purger, mais là c'est pas le cas, il est déjà purgé en fait. On cherche pas à chasser l'air, encore que tu vois qu'il y en a un tout petit peu. Là l'idée c'est de remplacer surtout le liquide. Donc le liquide neuf que j'ai mis dans le bocal va pousser le vieux liquide. Pour le haut là c'est déjà pas mal. On va partir faire l'étrier. Et surtout toujours avec la clé à œil parce que ces merdes là ça foire rien que de les regarder et quand c'est foiré c'est la merde. Et autre chose, toujours avoir un œil évidemment sur le bocal pour pas venir à aspirer de l'air. Et tu vois, vu qu'il est tellement incliné, là faut se méfier parce que t'as vite fait de déjauger quoi. On dirait Nico à l'apéro, ça pareil, il déjauge vite. Bon voilà, je vais pas te faire ça pendant 1000 ans. Faut le faire suffisamment longtemps pour remplacer tout le liquide. Une fois qu'ici c'est fait, je remets un petit coup en haut et ça sera terminé pour le frein avant. Je fais exactement pareil sur l'arrière. C'est exactement la même procédure. Autre chose aussi, tant qu'on est dans les liquides de frein, si tu as un doute sur ce qui est compatible avec ton circuit, c'est toujours marqué sur le bocal. Bon, dans la grande majorité des cas, de toute façon, c'est du DOT 4. Là, en l'occurrence, c'est du RBF. Pour Racing Brake Fluid, mais c'est du DOT 4 Racing, voilà. Propriété plus adaptée à un usage circuit, à savoir point d'ébullition beaucoup plus élevé qu'un liquide classique. Du coup, il est aussi beaucoup plus cher qu'un liquide classique. Là, il y a un mordant. Ça, c'est parfait. Allez, l'arrière. Ah, c'est parti. Première impression, c'est tout petit.
J'ai l'impression d'avoir les genoux dans les épaules. Alors, boîte inversée. Pas se tromper. Bon, je suis habitué avec la RC8. Donc l'idée, on va la faire chauffer gentiment. Comme ça, je vais lui faire une petite phase de rodage. Bon, après, c'est pas le genre de truc qui se rôde pendant 1000 bornes. Hein, on va pas, hein. T'imagines bien qu'en course, ici, le rodage, c'est le dernier de leurs soucis. Là, en plus, le mec qui a monté le moteur, il n'y a aucun frein moteur. Mais alors, il n'y a rien. Le mec qui a monté, putain, faut pas que j'oublie de garder du gaz, sinon je vais caler. Je disais, le mec, ça ne braque rien. Hein. Alors là, mon gars, c'est la RC8 à côté, c'est un vélo. Le gars qui a monté le moteur, de toute façon, il y a déjà fait une phase de chauffe ou deux. Moi, elle a eu aussi une phase de chauffe dans le garage. Donc là, c'est vraiment un petit rodage pour la forme. Je vais la faire chauffer. Après, je vais l'arrêter. Je vais la laisser refroidir le temps de boire une bière ou deux. Et puis ensuite, on fera des essais un peu plus poussés pour voir un petit peu si elle est bien réglée. Ouais, tu sens que c'est très très creux en bas. Hein. Avec ça, il faut avoir un pilotage agressif. Ah ouais, en fait, je suis bien en première là. C'est juste que la première, elle est méga longue. Voilà, si tu fais pas cirer en première. Ah, en fait, voilà, faut. Oh là, c'est génial. C'est très très particulier, mais c'est génial. Moi, je suis habitué à... évidemment, je roule avec une RC8 swappée 1290. Il y a le couple d'une Clio dans une moto. Comparé à ça qui est hyper pointu, c'est l'opposé quoi. Mais alors... ce deux temps qui chante là, imagine, je dépasse pas les 7000 depuis tout à l'heure. Hein. Petit problème, le compte de tour s'est barré. Bon, pas très grave. Waouh, waouh, waouh. Ah ouais, dès que ça prend les tours, c'est plus la même. J'ai pas tiré là, mais c'est déjà plus la même musique. Hein. Oh, comment ça a l'air énervé! Ah ouais, tout l'opposé de ce que moi j'ai l'habitude de piloter, quoi. Entre gros guillemets, hein, piloter. Moi, il y a tout le couple tout de suite, c'est rempli sur toute la plage et puis limite, ça sert à rien après d'aller gratter trop haut. Ah là, c'est l'inverse. Hein. C'est juste l'inverse. Bon, je m'en doutais un peu, hein, 125 de temps, taillé pour la piste, évidemment. Ça a l'air incroyable. Bon là, je vais la laisser refroidir. On va dire que là, c'était le rodage. Prochain coup, sauce. Laissons-la reposer. Oh putain. Tu l'as trouvé où? Dès que je suis parti, il est tombé? Il vient de la moto alors? Il y a moyen parce que il y avait plein de... Hein? T'es sérieux? Mais quel connard ce mec. J'ai vérifié tous les serrages avant de venir, mais j'ai pu passer à côté d'une vis. Allez, on est reparti. Après un petit essai du nouvel achat de mon frangin, ce petit 990 SMT, c'est trop bien comme bécane.
Ah ouais, ça marche! Ah ouais, ça marche! Mais c'est épique ce truc, bordel! J'espère que le son au micro sera bon, parce que vraiment, ça vaut le coup pour les oreilles. Oh là 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 là! Exceptionnel! C'est un peu engorgé là. Je sais pas si tu vas t'en percevoir, je pense que oui. On va peut-être faire un petit arrêt carbu. Ah, petit arrêt carbu. Ah, regarde. Gardez la bougie. J'avais démonté la bougie pour voir. Des fois elle cafouille un peu. Des fois ouais, mais pas sur tous les... Ouais, et après elle reprend, comme si elle était un peu riche, mais... Donc j'ai fait un arrêt carbu là. Et qu'on a. Je t'ai zoomé sur la gueule. Regarde-le. Bah écoute, ma foi, la bougie elle est pas mal, hein. Après pour moi là... le comportement comme ça là à faire... Oh quel con. Qu'est-ce que je disais? Ce comportement là de faire comme un rupteur avant d'arriver genre vers 10 ou 11 000, là des fois elle coupe un peu, elle cafouille. Ça c'est symptomatique d'un mélange trop riche. Trop d'essence. The next day. Jour 2. Donc j'ai monté un gicleur en 172. Il y avait un 175 dessus. Donc on a baissé 3 points. C'est pas aberrant, frérot. Parce que pour moi le problème vient de là. Elle est un petit peu riche sur le principal. Alors ce qu'il faut souligner, c'est qu'il fait chaud, hein. Là on est en été, il fait une trentaine de degrés. Donc évidemment le réglage du gicleur principal sera pas le même qu'en automne ou en hiver, surtout sur des moteurs aussi pointus que ça. Donc ça c'est le genre de machine, de toute façon il faudra qu'il remplace le gicleur principal régulièrement, en fonction des saisons. C'est des moteurs qui demandent à être réglés, c'est aussi ça qui fait le charme, hein. Je pense qu'elle demande même un 170. J'en ai un, hein, au cas où. Il y a du mieux quand même, hein. Il y a du mieux. Écoute, on va tenter le 170. Mais il y a du mieux là. Là elle cafouille à 11 500 à peu près. Alors que hier c'était quand même un peu plus bas. Mais ça c'est typique, hein. Ce semblant de faux rupteur là. Tout en haut en pleine charge, pour moi c'est gicleur principal trop gros, il n'y a que ça. Donc elle a un peu trop d'essence, ça la bride. On va tenter. Celui qui dans les commentaires m'avait souligné le fait que cette boîte à air ça allait être sacrément chiant pour faire les réglages, je confirme. Je confirme parce que là si chaque gicleur que tu dois tester tu commences à déposer l'amortisseur, donc caler la moto, blabla blabla, ouais, un enfer.
Là, il te faut juste un tournevis cruciforme. En 3 minutes, le carbu est posé. Bim bam boum, allez, ça repart. Ah, c'est beaucoup mieux. Je ne prendrai pas le risque de descendre plus bas. Pour moi, là, c'est quand même pas mal. Par rapport à hier, en tout cas. Ah, c'est le top. Putain, quel engin. Mais quel engin. Alors, là, tu vois, déjà, hier, elle me coupait vers 10 000, je crois. Je sais plus de tête, mais elle commençait à cafouiller. Mais pas sur tous les rapports, en fait. C'est sur les rapports assez courts. Sur les 2 derniers rapports, elle le fait pas. Elle le faisait pas, déjà. Pourquoi? À mon avis, parce que c'est là où le... C'est des rapports sur lesquels le moteur a le plus de charge de travail. Donc, même s'il est réglé un peu riche, ça se ressent moins parce qu'il a tellement besoin de donner d'efforts. Je sais pas comment l'expliquer, mais du coup, c'est assez gommé sur les derniers rapports. Par contre, sur les rapports plus courts, elle cafouillait clairement. Là, on est beaucoup mieux. Tu peux tirer à 11 000, 11 500 sans problème. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Et sur le dernier rapport, elle a pris 12 500 là, j'ai vu tout à l'heure. Donc c'est-à-dire que si tu as besoin vraiment d'allonge pour une ligne droite, elle prend ses tours correctement. Je pense qu'on est en limite de richesse, mais encore une fois, je ne vais pas descendre plus bas. Surtout que là, tu roules avec 10 ou 15 degrés de moins, ça va complètement changer la donne. Donc à mon avis, là on est déjà bien propre. Je vais quand même faire un petit arrêt carbu pour m'en assurer. Hein, si c'est toujours ça, c'est pas une valeur, c'est pas une science exacte non plus, mais ça donne quand même une bonne idée. Ça plus le ressenti au guidon, la façon dont elle prend les tours. Voilà, ça remplacera jamais un réglage sur banc avec des valeurs factuelles par exemple, mais ouais, je suis pas préparateur, hein, encore une fois. Je fais avec ce que j'ai. Voilà, arrêt carbu. Donc le principe, il faut lui mettre pleine charge pendant quand même un certain temps, hein, quelques secondes. Tu gardes de gaz en grand et puis tu débrayes pendant que tu coupes l'allumage, tout simplement, pour arrêter ton moteur instantanément et pouvoir lire la bougie, qu'est-ce qu'elle dit en conditions les plus critiques. Hein. Les conditions les plus critiques pour un moteur, hein, c'est la pleine charge et au régime. Donc c'est à cet endroit-là qu'il faut s'assurer de ne pas être trop pauvre et ni trop riche, sinon ça prend pas bien ses tours. Voilà, c'est un savant mélange. Ah, la carburation, c'est tout un art, hein, que je ne maîtrise pas à 100%, bien sûr. Et si j'en décapsule pas une à la fin d'une vidéo comme celle-là, vidéo qui, je pense, sera celle que j'aurais pris le plus de plaisir à tourner, franchement, c'était quelque chose. Je me suis régalé. Donc la bougie, je viens de la démonter. Comme tu peux voir, rien de particulier à signaler. Pour moi, elle est tout à fait correcte. La couleur est belle, bien que je reprécise que ça fait pas tout. Faut pas prendre ça comme argent comptant. C'est pas une science exacte, surtout avec les carburants modernes. Bon, il paraît que c'est encore moins révélateur qu'à l'époque. Mais bon, dans tous les cas, combiné au ressenti, à l'essai, au comportement du moteur, c'est cohérent. Donc pour moi, le réglage là, en tout cas dans la configuration actuelle, il est bien. Comme je t'ai dit, ça reste des trucs super pointus. Il ne faut pas se dire on la règle une fois pour toutes et on n'y touche plus. Ça marche pas là, ça marche pas comme ça là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un gros mieux en descendant du 175 déjà au 172. Il y avait une amélioration. En descendant encore un petit peu, toujours une amélioration. Aller plus bas,
non, je vais pas le faire. Comme je t'ai dit, 168, ça me paraît quand même un petit peu exagéré. Surtout que, encore une fois, il fait super chaud et ça va pas durer. Hein. Bien évidemment, les températures vont redescendre. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi j'en ai pris à la tournée. C'était vraiment, je le redis, je crois, mais c'était vraiment un kiff. Je me suis régalé. Une moto comme ça, comme je disais dans le premier épisode, j'en reverrai pas une autre ici à mon avis. Donc j'ai vraiment apprécié. Je vous dis à dans 15 jours pour une prochaine vidéo mécanique. Et en attendant, je vous dis adieu. La mécanique me file la trique. Mon livre de chevet, c'est une revue technique. Refaire des reliques me file la trique. Quand les soupapes s'affolent, c'est la demi-molle. Après chaque réparation, toujours un peu de houblon. Gabachu moto, c'est vrai, je suis pas mécanicien. Gabachu moto, mais j'essaie de faire les choses bien. Gabachu moto, faut aimer se salir les mains. Gabachu moto, passionné KTM.